Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Nous allons donc vous présenter les résultats synthétiques de l'enquête télétravail qui a été menée par le Conseil de gestion du département, SPE, à laquelle bon nombre d'entre vous ont répondu et nous vous en remercions déjà. C'était cool pour nous. La présentation va durer à peu près 25 minutes et elle se fera à deux voix, donc par moi-même, Amandine Borda, et mon collègue Jérôme Olivares, tous deux co-animateurs du groupe qui a travaillé sur le télétravail. Donc, vous pouvez poser des questions via l'onglet Q et R, disponible dans l'outil. Des collègues sont là pour répondre au mieux aux questions. Néanmoins, on a gardé à peu près 30 minutes à la fin de la présentation pour répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre par le chat ou si vous en avez des supplémentaires. Donc, on va tout d'abord resituer le contexte de l'étude, puis ensuite, on va faire un petit focus sur la typologie en fait, des répondants et après, vous présenter les résultats de l'enquête de manière synthétique. Donc, la première chose qu'on voulait faire, c'était rappeler ce que c'est le conseil de gestion du département SPE. Donc, le conseil actuel est en place depuis fin 2020, avec 8 membres élus, 8 suppléants, 8 membres nommés, plus le bureau du département. Le rôle du conseil de gestion, en fait, c'est d'émettre un avis sur la vie collective du département et des unités et de proposer des pistes de réflexion pour générer des outils, en fait, concrets et utiles pour permettre d'optimiser le fonctionnement des unités. Donc, actuellement, il y a 3 groupes de travail. Le groupe communication, qui avait pour objectif d'évaluer les attentes des agents vis-à-vis de la communication en provenance du département SPE, mais aussi à l'intérieur de leurs unités. D'ailleurs, vous avez eu des réponses à ce questionnaire, notamment avec le questionnaire télétravail, et les résultats de cette enquête ont été communiqués via la newsletter, la dernière newsletter. Le groupe télétravail, alors vous en connaissez un rayon du coup maintenant, l'objectif était de connaître les modalités de la mise en place du nouveau système de télétravail et d'avoir vraiment un ressenti des agents vis-à-vis de ce nouveau mode d'organisation. Et enfin, il y a un troisième groupe qui travaille sur la mobilité intra-unité. C'est une continuité du précédent conseil de gestion. Et actuellement, ils font un point sur les modalités existantes de mobilité au sein des unités. Donc, le contexte de travail de cette enquête, c'était un souhait de la direction, en fait, de connaître le ressenti des agents face à ce nouveau système de télétravail. Et donc, on a constitué un groupe de 13 personnes, dont vous voyez les noms ci-dessous, pour travailler sur ce thème. Donc, vous voyez ici, c'est un petit peu la frise, le chemin de vie de l'enquête. Donc, nous avons fait une première réunion en fin 2021 pour un petit peu saisir le sujet. Et puis, s'en est suivi une douzaine de réunions à peu près pour en fait construire cette enquête sur le fond, la forme, discuter de tout ça. Et aussi déposer un dossier conforme à la réglementation générale de la protection des données, puisque nous avons collecté des données à caractère personnel et souhaitons garder l'anonymat des agents. L'enquête a été finalisée en mai, validée ensuite par le département et la direction le 13 juillet et mise en ligne en suivant. Nous l'avons relancée au 15 septembre pour la finaliser clôturée au 30 septembre. Et vous voyez les différentes barres en fait, d'histogramme représentent le nombre de réponses que nous avons reçues au fur et à mesure de l'enquête. Ensuite, s'en est suivi une étape de mise en forme des données, d'analyse pour une restitution à la direction en réunion de conseil de gestion début mars. Donc, les typologies des répondants, vous avez été 58% de femmes, 39% d'hommes et 2% de non-binaires à répondre à l'enquête, avec une majorité de titulaires du département SPE, mais pas que, puisque la majorité de nos unités sont en UMR, et donc nous avons aussi 25% d'autres départements, mais aussi d'autres tutelles. Ici, vous voyez un graphique qui représente le nombre de réponses par unité, avec les unités qui sont classées à peu près par taille. Et donc, vous pouvez voir que la majorité des unités a répondu à l'enquête. La pyramide des âges des répondants est tout à fait conforme à celle du département. Et en ce qui concerne les corps des agents, vous voyez également qu'on a une représentation assez importante de tous les métiers,
des adjoints aux IR, donc à tous les ITA, des chercheurs, des directeurs de recherche, pardon, mais aussi des maîtres de conf et des professeurs, ainsi que des postdoctorants, doctorants et apprentis. La typologie des répondants, donc quel métier vous exercez, à savoir qu'on avait 2 réponses maximum possible. Donc, une minorité d'entre vous exerce des activités de support pour les infrastructures. Ensuite viennent tous les aspects d'activités d'appui, donc de RH, d'informatique de proximité, d'hygiène et sécurité, etc. Du management d'unités, d'équipes ou d'infrastructures. Des personnes qui travaillent en expérimentation végétale ou animale, en serre, en champ ou en élevage. Des activités de laboratoire, des animations de la recherche et la valorisation de résultats, et pour la majorité d'entre vous, des traitements de données, donc de la saisie, de la mise en forme, de l'analyse, bioinfo, etc. Au final, nous avons obtenu 434 réponses complètes, et toutes ces analyses montrent qu'il n'y a pas de profil type d'un télétravailleur. Alors, on va passer aux résultats. Donc, le premier graphique ici représente dans la totalité des répondants le nombre de personnes qui télétravaillaient dans l'ancien système, donc c'était 30%, et dans le nouveau système, 80%. Donc, on a quand même une augmentation générale du nombre de télétravailleurs. Alors, pourquoi les agents ne télétravaillent pas? La première chose, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'activité télétravaillable ou qu'ils préfèrent travailler sur site, ou alors qu'il y a des activités qui nécessitent de l'encadrement et de la présence sur site, une nécessité de travail sur site, notamment pour des activités de type récolte ou prélèvement. Les jours de télétravail fixés sont incompatibles avec ces activités. Des conditions matérielles non réunies, que ce soit au travail, mais aussi à la maison. Et enfin, 4% expriment que c'est à cause d'un refus de la direction. Enfin, vous aviez la possibilité de répondre librement aussi à chaque question. Et donc, nous avons eu des personnes qui nous ont mentionné que le télétravail était encore un projet, ou tout simplement qu'ils ne télétravaillaient pas parce que les procédures étaient trop contraignantes, notamment à cause du préavis. Alors, pourquoi les agents ont choisi de télétravailler? La première chose, c'est nécessité de concentration pour des activités précises, ou alors pour du gain de temps ou limiter les coûts, notamment au niveau des trajets. Pour du bien-être, être au calme. Des questions d'écologie, je ne prends pas ma voiture pour aller travailler, donc je pollue moins. Ne pas déranger ses collègues, notamment lors des visios, puisqu'on est bon nombre à partager des bureaux. Et 4% expriment tout simplement pour éviter des conflits. Ajouté à cela, s'ajoutent des personnes qui nous ont indiqué qu'ils télétravaillaient pour des raisons de santé ou tout simplement pour faciliter un proche, une personne malade. Et aussi des personnes qui expriment le fait de télétravailler pour des organisations personnelles de type garde d'enfants malades, gestion d'enfants, prendre des rendez-vous médicaux, accueillir des ouvriers, des livraisons. À savoir que pour toute cette partie-là, on est vraiment dans la limite côté note de service. À noter que beaucoup de personnes dont le domicile est éloigné, c'est-à-dire des personnes qui habitent à plus de 100 km ou dont le conjoint n'est pas dans la même ville, etc., nous indiquent que ça quand même facilite leur travail et leur bien-être de pouvoir télétravailler de temps en temps. Une autre question était de savoir comment on sait que son collègue est en télétravail. Donc, au sein de ma propre équipe, la plupart des gens utilisent le logiciel, notamment le logiciel #temps, ou tout simplement, on se le dit oralement entre collègues, ou une périodicité connue, je ne télétravaille pas tous les jeudis, je télétravaille pendant tous les jeudis. Donc, il y a une minorité de gens qui ne savent pas comment trouver l'information. Par contre, quand on se situe, quand on veut savoir si un collègue externe à mon équipe télétravaille, là, ça devient un petit peu plus compliqué. On a quand même une grande proportion de gens qui ne savent pas comment trouver l'info. Ceci est essentiellement dû à une difficulté de gestion du télétravail entre les tutelles, et cela se complique quand c'est des personnes qui sont hors INRAE ou quand c'est les SDAR. Et il y a aussi un problème au niveau du logiciel. Alors, soit c'est un choix, une difficulté de paramétrage, c'est par exemple, je peux voir que les agents de mon équipe, le calendrier des agents de mon équipe, mais je ne vois pas celui de toute l'unité.
Et il y a aussi un problème d'optimisation dans le logiciel Hashtag Temps, c'est-à-dire que le code couleur pour les gens en télétravail est exactement le même que pour les personnes en mission. Donc, on n'arrive pas à distinguer qui est en mission, qui est en télétravail. Certains n'ont carrément pas de logiciel et d'autres ont des outils différents et donc ça complique encore plus les choses. Donc, il y a vraiment un souhait d'optimiser l'outil de gestion du temps. Donc, on va passer maintenant aux questions qui concernaient vraiment l'impact du télétravail sur tout un tas de thématiques. Donc, vous allez avoir des séries de graphes qui sont représentés ainsi, avec des barres d'histogramme, avec en vert où l'impact est plutôt positif, en rouge plutôt négatif, et en gris ni négatif ni positif, et en bleu clair, ce sont des personnes qui n'ont pas d'avis. Donc, en ce qui concerne les télétravailleurs, on peut voir qu'il y a quand même une majorité d'impacts positifs en ce qui concerne l'organisation de la vie privée, la qualité de vie au travail, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la réalisation de ses missions, le budget privé, moi en tant que personne encadrée, l'efficacité ou la productivité collective, ma charge de travail, moi en tant que personne encadrant et le respect de mon temps de travail. En ce qui concerne la réalisation des missions, certains nous ont dit que le télétravail avait été une opportunité pour développer des activités, notamment de la rédaction, du reviewing ou de la participation à des commissions ou à des missions collectives. Lorsque l'on pose la même question aux non-télétravailleurs, on se rend compte que l'impact est un peu plus négatif, augmente pour exactement les mêmes questions. En ce qui concerne la charge de travail, on a une question particulière, à savoir, a-t-elle changé? Vous voyez que pour la majorité des personnes, elle a été inchangée. Et si elle a été augmentée, elle est essentiellement due à de la gestion administrative supplémentaire, notamment pour tous les valideurs de télétravail dans Hashtag Temps ou pour de la mission de continuité de service, mais surtout pour le report des activités sur les agents qui sont présents en termes de logistique, d'accueil, de réception de colis, d'accueil de visiteurs, de l'encadrement, la gestion administrative ou de la gestion de laboratoire. On a également posé des questions sur l'impact, mais en se basant d'un point de vue collectif. Cette fois-ci, au niveau du graphe, on a regroupé les réponses des non-télétravailleurs et des télétravailleurs ensemble. Et on se rend compte que pour les aspects de communication, on est vraiment plutôt dans le négatif, et c'est accentué lorsqu'on est un non-télétravailleur. Pour tout ce qui est communication d'équipe, entre collègues au niveau de l'unité et lorsqu'on fonctionne en unité mixte de recherche. Il en est de même pour tout ce qui est cohésion de groupe, réunir un collectif ou des moments de convivialité. Également pour tout ce qui est logistique d'unité, à savoir assurer de la continuité de service ou des missions collectives, assurer de l'accueil, que ce soit de colis ou de personnel, et gérer les imprévus ou les urgences. Se rajoute à cela un impact négatif sur l'équité et les risques psychosociaux. Mais d'une manière générale, au niveau de l'impact du télétravail, lorsqu'on se place du côté des télétravailleurs, vous voyez que 85% des gens trouvent que c'est un impact positif, alors que lorsqu'on se concentre plutôt sur les non-télétravailleurs, on se rend compte que c'est vraiment partagé entre 38% des personnes qui trouvent que c'est positif, 30% négatif et 32% qui trouvent que ça n'a pas d'impact. En résumé, on peut dire que l'impact est plutôt positif lorsqu'on se base d'un point de vue personnel et que la tendance s'inverse lorsque l'on parle vraiment du collectif. On vous a posé comme dernière question quelles étaient les pistes d'amélioration que vous pouviez proposer ou tout simplement des avis. Donc, nous avons eu 154 réponses libres que nous avons en fait catégorisées dans différentes thématiques pour pouvoir les analyser. Vous les voyez ici qui s'affichent à l'écran. Et donc, on va un petit peu les détailler pour vous expliquer un petit peu. Donc, la première chose, c'est que les personnes souhaiteraient qu'on comptabilise le temps réel de télétravail, ce qui n'est pas le cas actuellement. Accompagner tout simplement pour des outils, donc améliorer l'accès à distance ou les sauvegardes quand on est en télétravail, ou tout simplement proposer des formations de logiciels visio, puisque tout le monde n'y est pas familiarisé. La modification de la compensation, alors on a surtout lu, voilà, mon collègue il télétravaille, il touche 2,50 € et moi pourtant je viens au travail, j'utilise ma voiture, je paye l'essence et je n'ai rien.
À savoir que au moment où est sortie l'enquête, le prix de l'essence était à son comble. Le respect de l'équité, malgré le fait qu'on n'observe pas de profil de télétravailleurs au niveau de cette enquête, dans certains endroits, on observe un déséquilibre entre les corps et les métiers, avec des chercheurs souvent absents. Une idée serait de définir les activités télétravaillables dans les fiches de poste, ce qui permettrait de restreindre s'il y a nécessité, une nécessité de présence ou d'encadrement. Au niveau de l'équipement, certains proposent éventuellement équiper les agents de télétravail de téléphone ou tout simplement de faire des renvois d'appels pour que les gens soient joignables. Et puis certains expriment aussi un besoin d'avoir du matériel informatique, et que ce soit ordinateur ou aussi casque, etc. En ce qui concerne l'application d'un note de service, certains demandent à avoir accès à toutes les modalités autorisées, à savoir que dans la plupart des unités, il y a des règles qui ont été fixées un peu plus strictes en interne par les directeurs d'unité pour préserver des collectifs. Mais comme c'est un peu différent d'une unité à l'autre, lorsqu'on se compare avec son collègue d'unité de voisine, on se rend compte qu'il peut faire plus de choses que moi, etc. Et là, on se rend compte que ça gêne en fait certaines personnes et qu'on souhaiterait avoir accès à toutes les modalités qui sont autorisées dans la note de service. La mise en place ou l'harmonisation des outils de communication. À la question « Êtes-vous joignable ?», 98% des télétravailleurs disent oui, mais en fait, c'est difficile dans les faits. Déjà, il faudrait améliorer l'interopérabilité entre les tutelles et peut-être mettre en place des outils de messagerie instantanée pour pouvoir communiquer plus facilement. Une partie des personnes souhaiterait une diminution de la flexibilité avec moins de jours, des jours fixes ou le même jour non télétravaillable, etc. A contrario, d'autres souhaiteraient augmenter la flexibilité, à savoir que la moitié des personnes qui ont émis un souhait là-dessus, c'est par rapport à faciliter la prise de jour en retirant le préavis. Et puis certains souhaiteraient ne pas avoir de jour ou pas de restriction de lieu. Enfin, la partie signalisation de la disponibilité reste quelque chose d'important à améliorer, avec, comme on le disait tout à l'heure, accès dès l'emploi du temps de tous les agents, une lisibilité plus simple sur le logiciel hashtag temps, pour voir si les collègues sont en télétravail, et peut-être informer via sa signature de mail que l'on est en télétravail. Enfin, le plus gros volet portait sur tout ce qui est gestion et organisation du collectif. Et donc, on a fait un diaporama exprès, parce qu'il y a 3 points principaux. Le premier, ce sont les réunions. Donc, proposer des réunions en hybride et obliger tout le monde à y participer, que le télétravail ne soit pas, on va dire, une excuse pour dire « je ne peux pas assister aux réunions ». Au niveau des animations d'équipe, des souhaits de présence plus régulière des animateurs d'équipe. Est-ce qu'il existe des formations pour les chefs d'équipe pour avoir une idée de comment gérer des agents en télétravail et non en télétravail? Veiller à organiser des temps conviviaux et des journées de cohésion et faire attention à l'isolement de certains agents. Le plus gros volet portait sur la gestion et l'absence des collègues. Donc vraiment, le mot d'ordre serait d'anticiper et d'organiser pour tout ce qui est encadrement et accueil des invités, pour vraiment éviter le report des activités sur les agents qui sont présents. Et peut-être se concerter pour des jours télétravaillables, non télétravaillables, et surtout communiquer entre collègues, les informer, car a priori la circulation est quand même très compliquée. À noter que la diminution de la flexibilité proposée est vraiment liée souvent au maintien d'un collectif, alors que l'augmentation que les gens souhaitent, c'est plutôt lié à des désirs ou des besoins personnels. Donc, on note que la note de service est appliquée différemment selon les unités, et l'idée serait plutôt que les directeurs d'unité expliquent le pourquoi ils ont restreint un petit peu les limites, les règles, pardon. Les mots d'ordre sont vraiment la communication sur les absences, signaler sa disponibilité et améliorer l'interopérabilité entre les tutelles, et vraiment prendre en compte l'absence des collègues dans la vie d'un collectif. Donc, je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Jérôme Oliveres qui va vous parler du télétravail et des directeurs d'unité. Bonjour à tous. Je vais donc vous parler du résultat de l'enquête du point de vue des directeurs et directrices d'unité.
Donc, les questions qui ont été posées au DU, les DU étant des agents avant tout, ce sont les mêmes que les vôtres. Ils ont eu accès au même questionnaire, donc on va passer assez vite. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'ensemble, ils ont le même ressenti que les agents, à savoir pour les aspects personnels du télétravail, quelque chose de plutôt positif et très positif même. Un peu plus négatif pour ce qui est des aspects collectifs. Et lorsqu'on aborde les aspects communication, à ce moment-là, on voit des choses très négatives apparaître et le positif disparaître de l'autre côté. Donc en gros, on a la même tendance que ce qu'Amandine vous a présenté juste avant. Les DU ont eu aussi un questionnaire un peu plus spécifique sur la mise en place de la note de service et des détails un peu plus techniques. Donc par exemple, on leur a demandé s'ils avaient été accompagnés lors de la mise en place de la note de service. Il en ressort qu'il y a eu des discussions au sein de l'unité essentiellement, alors avec des animateurs d'équipe, des conseils d'unité, des directions d'unité et les agents aussi. On leur a demandé s'il y avait eu des établissements de règles spécifiques. Les réponses étaient assez partagées, mais dans la moitié des cas, oui, il y a eu des règles spécifiques qui portent essentiellement sur le choix et le nombre des jours non télétravaillables. Sachant que généralement quand les jours ne sont pas, enfin sont notés comme non télétravaillables, c'est en raison de séminaires et de périodes réservées pour du travail de terrain ou autre. Et dans certains cas, une rédaction d'une charte du télétravail a été mise en place pour éventuellement préciser ou compléter la note de service. On leur a aussi demandé en fait, s'il y avait eu une réflexion, une adaptation de la continuité de service, ainsi que on leur a demandé s'ils avaient eu affaire à des dysfonctionnements et leurs pistes d'amélioration. Ce sont ces 2 points-là qu'on va détailler un petit peu plus. Donc concernant la continuité de service, on leur a demandé si elle était effective lorsque les personnes concernées étaient en télétravail. Et on voit que très majoritairement, oui, pour les items de la vie courante, la maintenance, les astreintes, livraison, accueil, tout ça, c'est assuré, même les SST, la prévention. On a un peu moins de réponses sur les serre-fils. Et c'est assez paradoxal parce que si on regarde les réponses des agents, on s'aperçoit que la majorité des agents, pour ces items-là, ne sait pas si la continuité de service est assurée. Donc il y a visiblement une petite communication à faire à ce niveau-là. On leur a demandé aussi ce qu'ils pensaient du caractère flottant et du quota des jours télétravaillables. Pour ce qui est du caractère flottant, une petite majorité se détache pour dire que c'est plutôt satisfaisant ce mode de fonctionnement-là. Et puis une petite minorité légère pour dire que c'est non satisfaisant. Et concernant le quota des jours, donc les 144 jours télétravaillables, la tendance est inverse, où ils sont un peu plus sur le côté excessif, voire suffisant. En tout cas, aucun d'entre eux n'a trouvé que ce quota-là était insuffisant. Donc en fait, ce qui ressort de ces questions-là et de leurs avis, c'est qu'il y a un souhait très fort de ne pas aller au-delà des modalités et des possibilités actuelles, parce que c'est déjà assez compliqué pour eux d'assurer la continuité de service et les animations collectives. Quels dysfonctionnements ont-ils rencontrés? Ils ont dû gérer des conflits liés donc au maintien d'activité et à la continuité de service, comme évoqué. Des problèmes de cohésion d'équipe avec des animateurs d'équipe ou des personnels qui sont de moins en moins présents sur site, et des problèmes dans le souci du respect du préavis, ce qui complique grandement la réalisation des 2 tâches précédentes. Ils ont eu aussi à gérer des demandes de rupture de temps partiel pour remplacer par du télétravail à proximité de congés ou de ponts. Et beaucoup remontent aussi des difficultés sur la gestion dans les UMR avec des outils qui ne sont pas compatibles entre les unités ou entre les institutions du moins, et parfois même des règles qui ne sont pas les mêmes d'un institut à un autre. Quelles sont les pistes d'amélioration que proposent les DU? Alors, comme évoqué précédemment, ne pas aller au-delà
des modalités actuelles pour préserver les collectifs et une homogénéisation des règles entre les tutelles et une mise à jour du logiciel Temps pour pouvoir mieux gérer les demandes et les personnels. Ils sont très attentifs aussi à ce que le report du travail sur les agents qui ne télétravaillent pas ne soit pas excessif. Et ils ont bien en tête les problèmes d'équité. Certains proposent même des prises en charge partielles des coûts de trajet, par exemple, pour les gens qui ne peuvent pas télétravailler. Voilà, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu et d'avoir assisté au séminaire Au aussi. séminaire.